Je me souviens de chaque détail de ce déjeuner d'avril à Uzès. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin de ma cuisine, illuminant la table où j'avais dressé ma plus belle vaisselle de porcelaine, celle que j'avais héritée de ma mère. J'avais préparé une quiche aux poireaux, la recette que Damien adorait enfant, et ouvert une bouteille du rosé local que je gardais pour les grandes occasions. À 62 ans, j'attendais cette visite annuelle depuis des mois, comptant les jours sur le calendrier mural. Mon fils est arrivé de Lyon dans sa nouvelle voiture, impeccable comme toujours, un costume gris qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel à la bibliothèque. Nous nous sommes assis à table et j'ai parlé, le cœur rempli, de la simplicité de la vie au village, de la façon dont je trouvais le bonheur dans les petites choses. C'est alors qu'il m'a interrompu, avec une froideur que je n'oublierai jamais. « Tu m'as toujours fait honte. » Les mots ont tranché l'air comme une lame, et le silence qui a suivi fut assourdissant. Après que Damien soit parti sans prendre vraiment congé, je suis restée assise sur la même chaise pendant des heures, observant les restes du déjeuner refroidir dans les assiettes. La maison de pierre centenaire, qui avait toujours été mon refuge, semblait faire écho à ces mots, à travers les murs épais. J'ai parcouru les pièces où j'avais élevé mon fils seul, la chambre où je passais des nuits blanches quand il avait de la fièvre, le salon où je l'aidais à faire ses devoirs. Dans les rues d'Uzès, les préparatifs du festival d'été commençaient déjà. Des guirlandes colorées étaient accrochées. L'odeur de lavande se mêlait à l'arôme de fromage de chèvre des marchés. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai décidé de ne pas y participer. Ma voisine, Madame Dubois, a frappé à la porte pour proposer son aide, mais j'ai fait semblant de ne pas être là. Assise à mon bureau près de la fenêtre, j'ai commencé à écrire une lettre à Damien, essayant de comprendre où j'avais échoué en tant que mère. L'appel de ma sœur Margot est arrivé par un après-midi pluvieux de juin. « Élise, Damien va être père », a-t-elle dit, essayant de paraître joyeuse. J'ai senti mon monde s'effondrer à nouveau. Je serais grand-mère, mais peut-être ne connaîtrai-je jamais mon petit-fils. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise. Je prendrai le train pour Lyon, sans prévenir. Le voyage a duré 3 heures, suffisamment de temps pour répéter 1000 mots que je n'arriverai jamais à prononcer. Lyon m'a accueilli avec son rythme frénétique et indifférent, des voitures klaxonnant, des gens pressés, des immeubles hauts qui bloquèrent le ciel. À la porte de l'élégant appartement de Damien, c'est Chloé qui a ouvert, son ventre déjà évident sous sa robe fleurie. Elle m'a invitée à dîner, trop gentille pour une belle fille que je connaissais à peine. Pendant le repas tendu et silencieux, j'ai tendu la lettre à Damien d'une main tremblante. Il a lu en silence, et pour la première fois, j'ai vu mon fils pleurer devant moi. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je me lève tôt pour m'occuper de mon jardin d'hortensia. Les fleurs bleues et violettes éclosent sous le soleil provençal, et je souris en me souvenant que Damien les trouvait toujours trop communes. J'ai repris mes rencontres de lecture à la bibliothèque, où nous discutons de Colette et de Marguerite Duras avec les dames du village. Le samedi, je me rends au marché et achète du fromage frais, discutant avec les vendeurs qui me connaissent depuis des décennies. Damien vient me rendre visite tous les 2 mois maintenant, toujours avec Chloé et le petit Gabriel, qui a les yeux verts de son père. Nous ne parlons pas beaucoup de ce déjeuner d'avril. Certaines blessures ont besoin de silence pour cicatriser. Mais quand je vois mon fils pousser la poussette sur la place principale d'Uzès, enseignant à Gabriel à compter les vieilles pierres du pavé, je comprends que l'amour a parfois besoin de se briser pour se reconstruire plus fort. Ce dimanche matin-là, alors que je préparais le café dans ma cuisine silencieuse, j'ai réfléchi à la façon dont nous en étions arrivés là. Damien a grandi dans une France qui changeait rapidement. Il voulait être avocat, porter des costumes chers, impressionner ses collègues de bureau. Moi, avec mes pulls en laine et mes idées sur la littérature féministe, je représentais tout ce qu'il souhaitait laisser derrière lui. Je me souviens quand il avait 8 ans.
et qu'il m'a demandé pourquoi les autres mères portaient des talons hauts pour aller chercher leurs enfants à l'école. « Parce que c'est inconfortable », ai-je répondu en riant. Il n'a pas trouvé ça drôle. Pendant l'adolescence, il me demandait de ne pas apparaître aux réunions scolaires. Il disait que je racontais des choses bizarres sur l'égalité des sexes. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une phase, qu'un jour il comprendrait que j'avais essayé de l'élever pour qu'il soit un homme meilleur que les autres. Je réalise maintenant que, pour lui, j'étais juste une mère embarrassante qui ne correspondait pas au modèle qu'il admirait secrètement. La lettre que j'ai écrite ce jour de pluie révélait des vérités que je n'avais jamais eu le courage de dire à voix haute. « Mon cher Damien », ai-je commencé, « peut-être as-tu raison à mon sujet. Peut-être ai-je toujours été inadéquate. » J'ai raconté les sacrifices que j'avais faits, le doctorat en littérature que j'avais abandonné en tombant enceinte, les invitations à travailler à Paris que j'avais refusées pour ne pas le déraciner d'Uzès. J'ai écrit sur les nuits que j'avais passées à coudre ses vêtements parce que nous n'avions pas d'argent pour en acheter et comment il les cachait toujours à ses amis. J'ai raconté comment je me sentais petite lors des réunions de parents, entourée de femmes parfumées qui parlaient de vacances qu'à Saint-Tropez, pendant que j'économisais pour acheter ses livres scolaires. Si mon amour pour toi a été une honte, ai-je conclu, je te demande pardon de ne pas avoir appris à aimer de manière plus élégante, plus présentable au monde. J'ai scellé l'enveloppe avec des larmes qui ont taché le papier. L'appartement de Damien à Lyon m'a intimidée dès le moment où j'ai posé le pied sur l'entrée de marbre. Tout était blanc, minimaliste, froid. L'opposé complet de notre maison de pierre à Uzès, avec ses murs épais et ses meubles anciens. Chloé m'a accueilli avec une gentillesse authentique, offrant du thé dans de fines tasses de porcelaine. Elle était au 7e mois de grossesse, rayonnante de cette lueur spéciale des femmes qui portent la vie. Pendant le dîner, j'ai observé mon fils manger en silence, ses gestes précis, éduqués, distants. Quand j'ai tendu la lettre, ses mains ont légèrement tremblé. Ce fut le premier signe d'émotion que j'ai vu en lui depuis des années. Il a lu lentement, et j'observais son expression changer progressivement. D'abord surprise, puis quelque chose qui ressemblait à du remords, finalement des larmes qu'il a tenté de cacher derrière sa serviette en lin. « Maman » a-t-il murmuré, utilisant le mot que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. « Je suis désolée. » La réconciliation n'est pas arrivée du jour au lendemain, comme dans les films romantiques que j'avais l'habitude de regarder seule, le week-end. Ce fut un processus lent, prudent, comme la croissance de mes hortensias dans le jardin. Damien a commencé à téléphoner toutes les semaines, des conversations brèves mais sincères sur le travail, sur Chloé, sur les changements à Lyon. Il m'a dit qu'il était nerveux à l'idée d'être père, qu'il craignait de répéter des erreurs du passé. « Quelles erreurs ?» ai-je demandé, sincèrement confuse. « Les miennes » a-t-il répondu. « Pas les tiennes, maman, les miennes. » Quand Gabriel est né, Damien m'a appelé de l'hôpital, la voix étranglée par l'émotion. « Il a besoin de connaître sa grand-mère » a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon cœur se réchauffer complètement. Chloé a insisté pour que je reste avec eux pendant 1 semaine, aidant les premiers jours. C'était étrange mais réconfortant de m'occuper d'un bébé à nouveau après tant d'années. Aujourd'hui, tandis que Gabriel joue dans mon jardin, poursuivant les papillons parmi les fleurs de lavande, j'observe Damien avec des yeux différents. Il a changé depuis qu'il est père, moins rigide, plus présent, plus humain. Hier, alors qu'il changeait les couches du bébé, j'ai dit à quel point j'étais fière de l'homme qu'il était devenu. « Tu m'as appris ça », a-t-il dit, sans quitter son fils des yeux. « Tu m'as appris ce que c'est que de se sacrifier par amour. » J'ai alors réalisé que peut-être ma façon d'aimer, maladroite, sans glamour, mais profondément sincère, avait laissé des marques positives que je n'avais jamais su reconnaître.
Chloé m'a confié que Damien parle de moi, avec admiration à ses amis maintenant. Il leur raconte l'histoire de cette mère courageuse qui l'a élevé seule. Les blessures existent toujours, mais elles cicatrisent, comme toutes les blessures du cœur quand elles trouvent le temps et la compréhension nécessaires. L'été est revenu à Uzès, apportant avec lui le festival que j'aime tant. Cette fois, j'y ai participé avec un enthousiasme renouvelé, aidant à l'organisation de la foire au livre local. Damien, Chloé et Gabriel sont venus spécialement pour l'événement, logeant chez moi pour la première fois depuis qu'il était parti à l'université. Pendant les 3 nuits qu'ils ont passées ici, j'ai de nouveau entendu les sons d'une famille, des conversations à voix basse dans le couloir, le doux pleur du bébé au milieu de la nuit, des rires pendant le petit déjeuner. Le dernier matin, j'ai trouvé Damien dans la cuisine, préparant le café comme je le lui avais appris quand il était adolescent. « Maman !» a-t-il dit, en me serrant dans ses bras pour la première fois depuis des années. « Merci de ne jamais avoir abandonné. » Je n'ai pas répondu avec des mots. Je l'ai juste serré en retour, sachant que certaines choses sont trop sacrées pour être dites. L'amour qui nous blesse est aussi celui qui nous guérit, ai-je découvert. Et cela, peut-être, est la plus grande leçon que la vie puisse enseigner. Les saisons passèrent, et Gabriel fêta son premier anniversaire lors d'une fête intime dans mon jardin. J'avais préparé un gâteau à la lavande, une recette que j'avais apprise de ma grand-mère, pendant que Chloé décorait l'espace avec des ballons aux couleurs pastel. Damien arriva tôt pour aider, transportant une table pliante et des chaises supplémentaires. Je l'observais tout installé avec soin, me souvenant de l'époque où il était lui-même enfant et où j'organisais de simples fêtes avec les moyens dont nous disposions. « Tu te souviens quand tu as fait cette fête Batman dans notre jardin ?» ai-je demandé, en arrangeant les fleurs dans les vases. Il sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. « Tu avais fait un costume incroyable avec de vieux draps, » répondit-il en prenant Gabriel dans ses bras. Tous les enfants de la rue étaient revenus. À cet instant, j'ai réalisé que les souvenirs que je jugeais inadéquats étaient en fait précieux pour lui. Peut-être n'ai-je jamais été la mère parfaite, mais j'ai été la mère présente, et cela signifiait plus que je ne l'imaginais. Au cours d'une conversation au coucher du soleil, assise sur le banc en bois que mon père avait construit des décennies auparavant, Chloé me confia ses craintes concernant la maternité. « J'ai peur de ne pas être assez bonne », murmura-t-elle, observant Damien apprendre à Gabriel à faire ses premiers pas sur la pelouse. J'ai souri, reconnaissant chez cette jeune femme les mêmes appréhensions qui m'avaient accompagnée pendant des années. « Tu sais quel est le secret ?» ai-je demandé en passant mon bras autour de ses épaules. « Il n'y a pas de mère parfaite, il y a une mère présente. Je lui ai raconté les erreurs que j'avais commises, les nuits où j'avais pleuré d'épuisement, les fois où j'avais douté de chaque décision. Damien m'a dit que vous avez toujours su quoi faire, commenta-t-elle, surprise. J'ai ri doucement. J'improvisais chaque jour, ma chère. Je le fais encore. Cet après-midi-là, tandis que nous observions 3 générations jouer dans le même jardin où Damien avait grandi, j'ai compris que je transmettais non seulement des recettes et des traditions, mais aussi le courage d'être imparfaite avec amour. Le changement le plus significatif est survenu lorsque Damien a commencé à m'inclure dans des aspects importants de sa vie professionnelle. Il m'a invité à visiter son bureau à Lyon, me présentant à ses collègues avec une fierté sincère. « Voici ma mère, Élise. Elle est bibliothécaire et en sait plus sur la littérature française que n'importe quel professeur que j'ai jamais eu, » dit-il à l'équipe réunie. Je me suis sentie déplacée dans cet environnement corporatif. Des costumes impeccables, des chaussures en cuir lustré, des conversations sur des affaires juridiques complexes. Mais la façon dont Damien a parlé de moi, avec respect et admiration, a fait toute la différence. Pendant le déjeuner dans un restaurant élégant, il m'a demandé conseil sur une affaire de droit d'auteur. « Vous avez toujours su tant de choses sur les droits des écrivains, » dit-il,
consultant des notes sur son téléphone portable. Pour la première fois, j'ai senti que mes connaissances étaient valorisées par lui, que mes opinions importaient dans son monde professionnel. À l'automne, lorsque les feuilles des vignes commencèrent à jaunir dans les champs autour d'Uzès, je reçus un appel inattendu de Damien. « Maman, il faut que je te raconte quelque chose d'important, » dit-il, la voix empreinte d'émotion. Mon cœur s'accéléra, craignant de mauvaises nouvelles. « Chloé est de nouveau enceinte, » annonça-t-il, et je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. « Nous voulons que tu sois la première à le savoir cette fois. » Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, submergée par l'émotion. Lors de la première grossesse, j'avais été informée par hasard. Maintenant, j'étais incluse dès le début. « Et il y a autre chose, » continua-t-il, hésitant. « Nous aimerions que tu sois la marraine. Je sais que traditionnellement ce devrait être une tante ou une amie proche, mais tu es la personne la plus importante dans nos vies. » J'ai pleuré de bonheur, tenant le téléphone d'une main tremblante. Enfin, je sentais que j'appartenais à la famille que j'avais aidé à construire, que mon amour était reconnu et célébré. Le printemps a apporté non seulement de nouvelles fleurs dans le jardin, mais aussi une proposition surprenante de Damien. Il est arrivé un samedi matin avec des plans d'architecte à la main, les étalant sur ma table de salle à manger. « Que penses-tu si nous construisions une annexe ici à l'arrière ?» a-t-il demandé, désignant l'espace entre les hortensias et la clôture en bois. « Un petit appartement pour quand nous venons ici avec les enfants. » J'ai étudié les dessins attentivement. Une chambre, un petit salon, une salle de bain moderne. « Je ne veux pas que tu te sentes envahi, » a-t-il expliqué nerveux. « Mais Gabriel adore ici, et le bébé à venir a aussi besoin de connaître ses racines. » J'ai touché les papiers de mes doigts tremblants, réalisant que mon fils ne me rendait pas seulement visite occasionnellement. Il reprenait racine ici, connectant ses enfants à la terre où il avait lui-même grandi. « J'adorerais ça, » ai-je répondu en le serrant fort dans mes bras. Enfin, ma maison redeviendrait vraiment un foyer familial. Les travaux ont commencé en mai, et pour la première fois depuis des décennies, ma propriété a retrouvé une nouvelle vie. Les ouvriers arrivaient tôt, le son des marteaux et des scies se mêlant au chant des oiseaux. Damien supervisait tout personnellement, arrivant de Lyon le vendredi et restant jusqu'au dimanche pour suivre l'avancement. Je l'observais choisir chaque détail avec soin, des carreaux qui s'accordent au style provençal, des fenêtres qui captent la lumière du matin, une petite terrasse donnant sur le jardin. « Je veux que Gabriel et le bébé aient les mêmes souvenirs que j'ai eus ici, » expliquait-il, examinant des échantillons de peinture. Pendant ces week-ends, j'ai redécouvert mon fils non seulement comme un avocat prospère, mais comme un homme sensible qui valorisait la famille et les traditions. Quand il m'a demandé si je voulais choisir les couleurs de la chambre des enfants, j'ai senti que j'avais enfin trouvé ma place, non seulement comme mère, mais comme grand-mère respectée et aimée. L'amour qui nous avait un jour blessés construisait, littéralement, notre nouvelle façon d'être une famille. La petite annexe fut prête au début de l'été, juste à temps pour que la deuxième grossesse de Chloé entre dans son dernier trimestre. Lors de l'inauguration improvisée, Damien me tendit une clé dorée. « Pour que tu te sentes toujours chez toi, ici aussi, » dit-il, ému. Nous avons marché ensemble dans le nouvel espace, respirant l'odeur de peinture fraîche et de bois verni. La chambre des enfants avait de grandes fenêtres donnant sur le jardin de lavande, permettant à la lumière dorée de la Provence d'inonder la pièce. « Gabriel adorera se réveiller en voyant les papillons, » commentai-je, touchant les rideaux de lin que Chloé avait choisis. Au mur, Damien avait accroché une photo de nous, lui à 5 ans, me serrant dans les bras dans le même jardin, tous deux souriant à l'appareil. « Je veux que mes enfants sachent d'où ils viennent, » expliqua-t-il, ajustant le cadre. À cet instant, j'ai senti que toutes les larmes, toutes les nuits blanches, tous les sacrifices avaient enfin trouvé leur but.
L'arrivée d'Amélie, c'est ainsi qu'ils ont nommé la petite fille, a apporté une joie que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Chloé a eu un accouchement serein à Lyon et Damien m'a appelé à 4 heures du matin pour m'annoncer la nouvelle. « Maman, elle est parfaite et elle te ressemble quand elle sourit. » J'ai pris le premier train, emportant une valise avec des cadeaux faits à la main, des couvertures en crochet, des petits vêtements en coton que j'avais cousus pendant les nuits d'hiver. À l'hôpital, quand Chloé a posé le bébé dans mes bras, j'ai senti mon cœur exploser de tendresse. Amélie a ouvert ses petits yeux bleus et m'a regardée avec cette gravité des nouveau-nés, comme si elle me reconnaissait. « Regarde, Amélie, » murmura Chloé. « C'est grand-mère Élise, dont papa parle tant. » Damien était à mes côtés, photographiant le moment, et j'ai remarqué des larmes dans ses yeux. « Merci de m'avoir appris ce que signifie aimer inconditionnellement, » a-t-il murmuré à mon oreille. Les premiers mois d'Amélie ont apporté une nouvelle routine pour nous tous. Damien et Chloé ont commencé à venir à Uzès toutes les 2 semaines, instaurant une tradition de week-end prolongé qui sont devenues sacrées pour notre famille. Je me suis découverte une grand-mère présente, mais respectueuse, offrant de l'aide sans imposer d'opinion, partageant des expériences, sans paraître autoritaire. Pendant les nuits, quand Amélie pleurait, je me proposais de faire les biberons, donnant du repos aux parents. « Tu es sûre ? Nous ne voulons pas abuser », disait Chloé, épuisée après des nuits agitées. « Ma chère, à 63 ans, j'ai beaucoup dormi dans ma vie. Maintenant, je préfère profiter de chaque instant avec vous. » Gabriel, alors âgé de 2 ans, se montrait un adorable frère protecteur, toujours désireux d'aider à changer les couches et de fredonner des comptines à sa petite sœur. Observer ces interactions me remplissait d'une paix profonde. Enfin, notre famille avait trouvé son équilibre. Un après-midi de septembre, alors que nous préparions ensemble un pot-au-feu traditionnel pour le dîner, Damien me fit une confession qui changea notre relation pour toujours. « Maman, il faut que je te demande pardon pour quelque chose d'autre que ces mots cruels, » commença-t-il, coupant des carottes avec des mouvements nerveux. « Pendant des années, j'ai eu honte, non pas de toi, mais de moi-même. Honte d'avoir grandi sans père, que tu aies tant sacrifié, de ne pas pouvoir te rendre l'appareil comme il fallait. » J'ai arrêté de remuer le bouillon, me tournant pour le regarder. Je projetais sur toi ma propre insécurité, quand je voyais d'autres familles avec des pères présents et des mères qui n'avaient pas besoin de travailler autant. Je ressentais de la colère, mais je dirigeais cette colère vers toi, qui étais là. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. J'ai enfin compris que son rejet n'avait jamais été à propos de mes vêtements simples ou de mes idées progressistes, mais à propos de ses propres blessures d'enfant qui a grandi en sentant le manque de quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. La révélation de Damien a ouvert la voie à des conversations que nous n'avions jamais eues, des dialogues profonds sur notre histoire, sur les choix et les conséquences. Assis sur la terrasse de l'annexe, observant Gabriel jouer avec des blocs de bois tandis qu'Amélie dormait dans sa poussette, nous avons parlé de son père, un sujet que nous avions toujours évité. Il était très jeune quand il a su pour la grossesse. Ai-je expliqué pour la première fois? Je ne lui en veux pas d'avoir fui. Certains hommes ne sont pas prêts pour la paternité. Damien écoutait en silence, traitant des informations qui transformaient sa compréhension de lui-même. « Tu n'as jamais dit du mal de lui » observa-t-il. « Pourquoi protéger quelqu'un qui nous a abandonnés ?» J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. « Parce que tu portes la moitié de ses gènes, mon amour. Dire du mal de ton père serait dire du mal d'une partie de toi. À ce moment-là, j'ai vu mon fils pleurer comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Non pas de tristesse, mais de soulagement, comprenant enfin que ma protection avait toujours inclus celle de le protéger des ressentiments qui auraient pu empoisonner son estime de soi. Le Noël de cette année-là fut le premier que nous célébrâmes vraiment ensemble, depuis des décennies. Damien, Chloé et les enfants
passèrent une semaine entière à Uzès, transformant ma maison en une véritable célébration familiale. Nous avons décoré ensemble le sapin que nous avions acheté au marché local, Gabriel essayant d'accrocher des décorations, tandis qu'Amélie observait tout, avec des yeux curieux, depuis sa chaise haute. J'ai préparé le réveillon traditionnel, dinde farcie, châtaignes grillées, bûches de Noël que j'avais appris à faire avec ma mère. Pendant le dîner, Damien a porté un toast émouvant. À ma mère qui m'a appris que le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait, juste présent. Chloé a pleuré, Gabriel a applaudi sans comprendre, et Amélie a dormi paisiblement dans les bras de son père. Tandis que j'observais ma famille réunie à la lumière des bougies, avec le froid de décembre qui frappait aux fenêtres, mais la chaleur humaine remplissant chaque recoin de la maison, j'ai compris que certaines histoires d'amour ont besoin d'être brisées pour être reconstruites plus fortes. Que faisons-nous de l'amour quand il nous blesse? Nous apprenons à le guérir avec patience, temps et le courage de recommencer.